Qu'en pense Jacques Sapir? L'euro est-il une bonne monnaie? Alors, à cette question. le problème, c'est que la réponse va dépendre des personnes que vous allez interroger. Non, mais c'est très Vous simple. remarquez, ça me rassure parce que c'est dans l'air encore un sens. Non, pour les banquiers et pour les gens qui, globalement, sont dans la finance, oui, l'euro a été une bonne monnaie. Pour les entreprises industrielles, ça a été plutôt une mauvaise monnaie, en France en particulier, et en Italie et dans d'autres pays. Et le problème se pose de savoir qui va prévaloir. Est-ce que c'est plutôt l'opinion des banquiers et des gens qui sont liés à la finance, ou est-ce que c'est plutôt l'opinion des gens qui sont liés au secteur réel? On ne peut pas parler de bonne ou de mauvaise monnaie comme cela. Parce qu'une bonne monnaie, ça peut être une monnaie qui a, à un moment donné, un taux de change par rapport aux autres monnaies plutôt faible. Ça, c'est plutôt l'avis des industriels et des travailleurs. Mais pour un banquier, mais aussi, par exemple, pour un épargnant ou pour un retraité, il va dire il faut plutôt que l'euro ait une forte valeur. Alors, on pourrait dire, par exemple, d'une monnaie qu'elle est un bon instrument, mais qu'elle est mal utilisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement ça. La question, c'est de savoir à quoi va servir cet instrument. Et aujourd'hui, on peut dire que l'euro n'a pas favorisé la croissance dans la zone euro. Il a plutôt été, et ça maintenant c'est tout à fait établi, un frein pour la croissance dans les pays de la zone euro. Et il a, à un moment donné, permis effectivement un refinancement correct des dettes, mais depuis 2009, c'est quelque chose qui a complètement éclaté. On a une crise de l'euro ou de la zone euro? Crise de la zone euro, pour moi. Et on a les deux. À mon avis, je pense qu'on a les deux. On a évidemment une crise de la zone euro, ça c'est très clair, avec le problème de la dette souveraine. Mais on a bien un problème lié à l'euro. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie incomplète. On sait qu'une monnaie, pour fonctionner, doit pouvoir s'appuyer sur un système budgétaire relativement unifié. Et vous savez, dans le cas d'un pays, prenons le cas de la France, vous avez en 1980-81 une grave crise en Lorraine et dans le Nord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement français organise des transferts budgétaires depuis des régions riches vers les régions qui sont en crise. Bien. C'est ce qu'on a refusé de faire. Pas qu'on n'a pas fait, on a refusé de le faire tout à fait consciemment dans le cadre de la zone euro. Les Allemands ont dit il ne doit pas y avoir de transfert budgétaire, la zone euro ne doit pas devenir une zone de transfert. Bon. Pardonnez-moi, pour des raisons de règles communautaires, il se trouve que c'est. Enfin, je veux dire, on peut pas incriminer, si je puis dire, on ne peut pas incriminer le bout de papier, si? Vous incriminez le bout de papier, alors, vous? Le problème, le bout de papier ne prend sens que par rapport à des institutions, si vous voulez. Et on savait dès le départ, dès la création de l'euro, que les institutions qui viendraient donner à ce bout de papier sa crédibilité étaient incomplètes. Donc c'est en cela qu'il y a une crise de l'euro. Vous avez été pessimiste dès le début, vous? Oui. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement, oui. Vous vous êtes converti, je dirais, aux faits. Non. Aujourd'hui, vous qualifiez de gravissime. Non, mais mon pessimisme est venu du fait que les institutions appuyant la monnaie unique étaient incomplètes. Je le répète, effectivement, ça a été dit dans le reportage. Il n'y a aucune solution aux écarts de compétitivité. La seule solution possible, c'était en fait des transferts budgétaires extrêmement importants d'un pays vers un autre. Bon, ça n'a pas été fait. Bien. Il fallait quoi? Qu'on lisse la zone euro? Bah oui. Il fallait que l'on organise un budget fédéral. Oui. Ça n'a pas été fait. C'est impossible à faire. Oui, mais nous ne sommes pas les États-Unis. Les pays européens ont une histoire beaucoup trop longue. Et aujourd'hui, on voit bien. Regardez, même dans un pays, même en Belgique, les Flamands ne veulent pas payer pour les Wallons. Donc, on ne peut pas espérer que demain, les Allemands accepteront de payer pour les Espagnols ou pour les Italiens. Donc, il faut prendre acte de cette situation et comprendre que ça va poser un problème, et un problème très probablement insoluble. Pardonnez-moi, ils veulent pas, ils expriment une irritation, ils sont de mauvaise humeur, de temps à autre ils font semblant d'ailleurs de vouloir se séparer, mais au bout du compte ils le font, dans la réalité des faits. Comme l'Italie du Nord n'est pas encore séparée, que je sache, de l'Italie du Sud, ou que Lille accepte encore de payer des impôts dans un même cadre budgétaire qu'à Marseille. Donc, oui, mais pas entre pays. Pas entre pays. Et là, si vous voulez, c'est très clair. Quoi, vous diriez la nation, oui, la nation est trop forte, les constructions nationales sont de vieilles choses, sont des choses extrêmement puissantes qui, dans certains cas, ont plus de 1000 ans d'existence pour la Grande-Bretagne, le Royaume d'Angleterre et pour la France, qui, dans d'autres cas, sont plus récentes, mais ont quand même constitué leur réalité dès le XVIe et le XVIIe siècle.
Et là, on ne peut pas passer un coup de rabot là-dessus. Donc il vaut mieux en tenir compte. Après, si vous voulez, il y a toute une série d'autres problèmes. Alors il y a effectivement le problème de la monnaie de réserve. Mais là, je suis obligé de vous contredire. Non, en 1998, un an avant l'introduction de l'euro, en fait, le dollar ne représentait que 62% des réserves. Non, j'ai les chiffres. Le reste, c'était quoi? Le reste, c'était le Deutsche Mark, 15%, la livre sterling, 10%, un petit peu le franc suisse, un petit peu le franc français, un petit peu le yen, etc. En fait, on a vu que l'euro s'est développé, mais il s'est développé sur quoi? Essentiellement, il a repris une partie de la part du Deutsche Mark, de la part du franc français, et il a réussi ça. On continue à monter. Non, il stagne aujourd'hui à 27%. Jacques Sapir, pardonnez-moi, j'ai très bien compris ce que vous me disiez, notamment sur l'aspect historique et la durée de la vie, par exemple, des nations, et donc éventuellement aussi des concurrences et des difficultés. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait, et l'Europe et l'euro, entre autres. C'est pour essayer de coexister ensemble le moins mal possible, mais forcément avec des difficultés. De même que tout le monde ne s'entend pas dans l'immeuble. Voilà, mais la coexistence. Mais on vit quand même dans l'immeuble. La coexistence implique que l'on laisse des marges de flexibilité. Et on n'a plus ces marges-là. Dit autrement, Jacques Sapir, c'est un mauvais moment à passer. Voilà. Et par ailleurs, on ne pourra jamais repartir en arrière. C'est-à-dire que partir en Grèce aujourd'hui et manger sa moussaka ou faire son plein en payant en euros, et le reste étant vrai dans l'autre sens, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Comment répondez-vous? Je réponds qu'on peut toujours revenir. Il n'y a pas de chose définitive d'un point de vue historique. Aucune construction humaine n'est définitive. Il faut le savoir. Ça. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, là où je m'inscris complètement faux, c'est que non seulement les dirigeants européens, pratiquement tous les dirigeants ont annoncé une croissance supplémentaire, mais vous avez eu un très gros colloque. Ils nous ont jamais dit l'euro va créer de la croissance. Je termine. Ils nous ont dit l'euro favorisera la croissance parce que nous allons travailler ensemble et favorisera les échanges. Les échanges. Non, ils ont dit beaucoup plus précisément. Là, je vous arrête. Ils ont dit beaucoup plus précisément. En 1999, Jacques Delors avait dit cela apportera 1% de croissance en plus. Je le cite dans mon livre. Oui. Bon, alors, après il y a un deuxième problème. Vous avez eu en 2004 un très grand colloque où on s'est posé déjà la question est-ce que l'euro est une monnaie globale ou est-ce que c'est un frein global, si vous voulez. Et dès cette époque-là, il y avait une conscience extrêmement claire des problèmes qui étaient posés et qui évidemment allaient faire retour sur les budgets des pays. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que nous ne pouvons pas avoir la même politique entre les différents pays européens parce que nous n'avons pas les mêmes conditions de départ. Prenons simplement la comparaison entre la France et l'Allemagne. Bon, l'Allemagne est un pays dont la population est en train de se réduire et dont la réduction va d'ailleurs s'accélérer dans les 15 ans qui viennent. Alors que la France va continuer à croître, à un rythme certes faible, va continuer à croître. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail en France qu'en Allemagne, alors que techniquement, l'Allemagne a une population plus importante que la population française. Ça veut donc dire que la politique économique ne peut pas être la même en Allemagne et en France. Et ça, ce problème, vous ne pouvez pas le résoudre au sein d'une monnaie unique. C'est vraiment la politique. Ce que vous venez de nous dire, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, mais ça revient à dire d'une certaine façon, comme on est différents, on ne peut pas vivre ensemble. Non, on peut vivre ensemble. C'est faux. On peut vivre ensemble. Heureusement, la vie nous prouve le contraire. On peut vivre ensemble dans toute une série de domaines, mais il faut adopter soit l'idée de transfert budgétaire. Grosso modo, il faudrait que, si vous voulez, si on était un pays fédéral, l'Allemagne subventionnerait l'économie française et les travailleurs français paieraient une partie des retraites allemandes. C'est ça. Bon, ça, on sait que ce n'est pas possible. Il ne faut pas, si vous voulez, là, il ne faut pas se raconter des histoires. Ce n'est pas possible. Donc, il faut se donner aujourd'hui en Europe les moyens d'avoir des politiques économiques différentes sans faire éclater l'Europe. En vous écoutant, je me disais, mais ça, on va le faire dans 30 ans. Oui, c'est pas possible, mais on n'a pas 30 ans pour le souhaitable. faire. Alors, il faut quand même rappeler une chose, c'est que quand on parle de taux moyen de l'inflation sur la zone euro, on raconte n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a des différences dans les taux d'inflation
entre les différents pays de la zone euro qui sont considérables et qui ont eu tendance à s'augmenter d'ailleurs depuis 2007. Et c'est là où on voit d'ailleurs l'effet de la crise. Hein. La dispersion des taux d'inflation a plutôt augmenté depuis 2007. Mais là, ça pose une question intéressante. Ça veut dire que, en fait, puisque en réalité on est tous sous la même politique monétaire, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui fait la politique monétaire, ce n'est pas la politique monétaire qui joue sur l'inflation. Ça veut dire que l'inflation a d'autres causes, des causes qui sont beaucoup plus structurelles et réelles. Et ça, en fait, les économistes le savent depuis très longtemps. Le problème, à ce moment-là, c'est que, là encore, si vous avez différentes structures économiques dans différents pays, eh bien, vous aurez des taux d'inflation qui seront nécessairement différents. Est-ce que exemple pour qu'on... Par exemple, un pays qui a de gros problèmes d'investissement, de gros besoins d'investissement plus exactement, aura nécessairement un taux d'inflation nettement plus fort, nettement plus élevé qu'un pays qui est à peu de choses près d'un niveau d'investissement suffisant et qui peut se contenter de renouveler son stock de capital, qui n'a pas besoin de l'augmenter fortement. Bon, ça c'est une chose qui est très très connue par les économistes. Bon. En comparant deux pays, vous me citeriez quoi? Alors, et par quoi exemple, prenons le cas de la Grèce. La Grèce, en fait, depuis 30 ans, a mis sur pied une politique de modernisation de ses infrastructures qui est parfois très compliquée à mener. Le territoire grec n'est pas du tout un territoire aisé à gérer. Hein. Vous avez plein d'îles, c'est montagneux, bon, etc. Bon. Donc il est tout à fait normal que vous ayez aujourd'hui un besoin d'investissement sur 30 ans en Grèce qui soit plus important, par exemple, que le besoin d'investissement en Allemagne, où l'effort d'investissement a été réalisé pour l'essentiel dans les années 50 et au début des années 60, en France, à peu de choses près, dans la même période. Bien. Le résultat, c'est que vous avez des taux d'inflation qui divergent de manière massive. Et là se pose à nouveau le problème, comment organise-t-on la pondération des compétitivités ? Donc normalement, c'est par la dévaluation. Oui, sauf qu'on ne peut pas faire marcher la planche à billets. Voilà. En tout cas, on ne peut plus faire marcher la planche à billets. Non, mais on peut changer, Monsieur Sapir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'y a rien de définitif dans les constructions humaines. Vrai. Alors je vous renvoie l'argument. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On pourrait modifier les règles de fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Oui. Car c'est ça le problème. Simplement, il faut savoir que pour pouvoir faire cette modification, il faudra changer la Constitution allemande. Parce que les Allemands ont établi, et on ne s'y est pas opposé, en 1993, juste après la signature du traité de Maastricht, que toutes les règles européennes devaient être compatibles avec la Constitution allemande et non pas l'inverse. Et ça, ils ont sacrifié le marque, on peut comprendre qu'éventuellement ils ont gagné. Qu'ils aient eu quelques exigences. Oui, non mais d'accord, mais oui, mais enfin, ils ont gagné. Bon, mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui... Parce que le marque, c'était pas de la roupie de Sansonnet quand même. Tout à fait. Même si mon expression n'est pas... Bon, je viens de réaliser ce que je viens de dire. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tributaires d'un choix politique de long terme allemand. Et on ne voit pas comment on pourra le faire changer. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important et qui a été calculé par l'INSEE. Chaque fois que l'euro se réévalue de 10% à partir d'un taux qui a été calculé autour de 1,05 $, un taux de change de 1,05 $. Bon. Chaque fois qu'il prend 10%, ça veut dire 1% de croissance en moins en France. Alors je suppose que le même calcul peut être fait sur l'Italie, sur le Portugal, sur ce genre de pays. Bon, et ça, on le voit très bien. Ça, c'est l'impact direct de la surévaluation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution à court terme et même à moyen terme à cette question, et ça repose la question de l'indépendance de la Banque centrale. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant. L'indépendance de la Banque centrale, on dit toujours, ah oui, c'est le modèle allemand. Nous avons importé le modèle de la Bundesbank. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir d'où venait ce modèle de la Bundesbank ? Eh bien, il venait en réalité du fait que quand la Banque centrale, l'antécédent de la Bundesbank, la Banque centrale des Länder, a été créée en 1946, bon, il n'y avait pas de gouvernement allemand. Il y avait des autorités d'occupation, américaines, anglaises, françaises. La RFA n'a été constituée en tant qu'État qu'en 1949. Bien. Et le résultat, c'est que cette Banque des Länder a commencé à fonctionner sans rendre de compte à personne. Pourquoi ? Parce que les autorités d'occupation avaient bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la question monétaire. Et c'est en réalité ce modèle-là qu'on a importé en Europe. Et là, je pense qu'il faut effectivement réfléchir sur la question de savoir est-ce qu'on peut continuer dans ces conditions. Et vous voulez pas déclarer la guerre à l'Allemagne pour qu'on change ça? Non, mais à ce moment-là, on peut, et ce n'est pas nécessairement un fantasme, on peut créer les conditions
qui obligeront l'Allemagne soit à sortir de la zone euro, soit à changer sa politique. N'a-t-elle